Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat, la séance. Retour cet après-midi sur l'adoption surprise hier soir par le Sénat d'une proposition de résolution UMP sur la transition énergétique. Pour en parler, Tam Sranui est avec nous sur ce plateau. Bonjour Tam. Bonjour Delphine. Alors le problème, c'est que ce texte mise sur le développement du nucléaire aux grandes dames des écologistes. Et oui, après Notre-Dame-des-Landes ce week-end, voilà la transition énergétique, un sujet donc crucial pour les écologistes et un sujet très compliqué pour la majorité. Alors il y a actuellement une loi en préparation sur le sujet, une loi qui mise sur une France plus sobre, sur une France qui minimise la place du nucléaire et qui mise en revanche sur les énergies renouvelables. Et voilà que le Sénat adopte donc cette résolution UMP, une résolution qui va complètement dans le sens inverse à celui que veulent les écologistes pour remplacer les énergies fossiles. L'UMP mise en effet sur le nucléaire, sur le développement du parc actuel, mais surtout sur l'EPR et sur la recherche pour des générateurs de 4e génération. Il n'y a pas qu'à l'UMP que l'on mise sur le nucléaire. Ce débat divise la gauche tout entière. Et finalement, ça, c'était vraiment l'enseignement hier du débat au Sénat. Eh bien, on a vu par exemple Jean-Pierre Chevènement qui s'est livré à un véritable plaidoyer en faveur du nucléaire. Et à sa suite, eh bien, tout le groupe RDSE, ce groupe à majorité de radicaux de gauche, a également voté en faveur de cette résolution. On le voit, il y a donc des divisions entre écologistes, radicaux de gauche et socialistes. Mais il y a aussi des divisions au sein même du camp socialiste. Au sein du gouvernement, les intérêts du ministère de l'économie vont à l'encontre de ceux du ministère de l'écologie. Et oui, le nucléaire, c'est très économique, mais ce n'est pas très écologique. Résultat, la rédaction de la loi sur la transition énergétique patine. Les associations sont très inquiètes. Alors normalement, cette loi doit arriver au mois de juin prochain au Conseil des ministres. Certains OPS tablent déjà sur un scénario façon loi famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire annonce contradictoire, valse, hésitation et finalement peut-être un report, tout un programme. Merci beaucoup Tam. On va d'ailleurs revoir cette séance, mais avant cela, cette information en bref, David Azéma, le patron de l'Agence des participations de l'État, était entendu ce matin par les sénateurs de la Commission des finances du Sénat. Ce haut fonctionnaire a démenti être candidat à la présidence de Veolia. Hier, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, avait mis en garde contre un possible conflit d'intérêts en cas de candidature de M. Azéma. Tout de suite, donc, place à la séance avec un résumé de la proposition de résolution de l'UMP sur la transition énergétique. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution relative à la transition énergétique est l'occasion pour le groupe UMP, au nom duquel je m'exprime, de préciser avec la plus grande rigueur sa vision de l'ensemble des enjeux à caractère énergétique. Cette initiative de notre groupe vient compléter le débat sur l'avenir de la filière du nucléaire et des nouvelles filières de production d'énergie que nous avons eu le mois dernier à l'initiative du groupe RDSE. Transition énergétique, avenir des filières, ces débats sont complémentaires. Pour résumer la position de notre groupe sur l'avenir de la filière du nucléaire et des nouvelles filières de production d'énergie, je dirais que face à l'ampleur du défi énergétique qui est posé à la France, entre les préoccupations environnementales, économiques, technologiques et géopolitiques, le groupe UMP a souhaité rappeler avec force que notre pays ne pourra ignorer aucune de ces filières. Notre proposition de résolution sur la transition énergétique exige que nous prenions de la hauteur et surtout que nous répondions aux différentes questions dans l'ordre où elles se posent. Il faut d'abord dresser le cahier des charges de cette nouvelle politique publique de l'énergie que nous appelons de nos vœux. C'est ce que nous avons fait dans l'exposé des motifs de notre proposition de résolution. Nous sommes donc partis d'un constat. Aujourd'hui, dans le monde, plus de 80% de l'énergie produite est issue des énergies fossiles. Or, ces sources d'énergie auxquelles nos sociétés doivent tant ont fini par créer un phénomène de dépendance qui n'est pas sans conséquences. Qu'il s'agisse du pétrole, du gaz, du charbon, nous connaissons tous les dommages de ces productions sur l'environnement, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre. Nous savons également tous que ces sources d'énergie s'épuisent. Dans le cas du pétrole, on parle de réserves qui permettraient de conserver notre rythme de production actuel pour 40 ans. Mais personne ne peut prédire avec exactitude que ce chiffre est exact. Depuis plus de 20 ans, les réserves prouvées se maintiennent à un niveau voisin de 40 ans de consommation de l'année courante.
Pourquoi les réserves arrivent-elles à se maintenir à ce niveau? Parce que l'exploitation du pétrole non conventionnel comble la chute de production du pétrole conventionnel. Jusqu'où pourront-nous aller dans l'exploitation de réserves non conventionnelles? Je répondrai à cette question de manière brève. Jusqu'à ce que notre sous-sol et accessoirement notre porte-monnaie soient prêts à le supporter. Au-delà de la disparition de ces énergies se pose le problème du pic de production. Interviendra-t-il avant ou après 2020? Les experts ne s'accordent pas sur ce sujet. Nous autres, législateurs, devons donc rester prudents sur le sujet. Aussi, quelles que soient les réponses à ces questions, nous savons que cette raréfaction des matières premières, à l'exception du charbon, pose une somme de difficultés qui se nourrissent les unes les autres. Moins de réserves, cela veut dire des prix en augmentation. Et l'augmentation des prix conduit à rendre économiquement viables les gisements non conventionnels. Mais ces gisements ne sont pas neutres écologiquement et possèdent, au-delà de leur rentabilité économique, des rendements mécaniquement plus faibles. Je pense ici aux gisements offshore profonds, au pétrole lourd ou au bitume. Ainsi, plus les énergies se font rares, plus les prix augmentent, plus les dommages environnementaux progressent, tout cela dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes. Pour ces raisons, comme nous l'avons expliqué dans notre proposition de résolution, nous devons planifier le basculement d'une partie de notre consommation en énergie fossile vers une consommation électrique hors thermique classique. C'est ce basculement qui doit être considéré comme la première des transitions énergétiques. La raréfaction des énergies fossiles, l'insécurité dans l'approvisionnement de ces dernières, la hausse de la facture énergétique et la détérioration de l'environnement qui en découle, tout cela impose de s'émanciper des matières fossiles. Pour ces raisons, le groupe UMP appelle à la vigilance lorsque certains dressent l'éventail du futur mix énergétique en partant du postulat que nous réduirons à terme significativement notre consommation électrique, en général pour accréditer la thèse selon laquelle le nucléaire n'est pas indispensable. Ces derniers nous parlent d'économie d'énergie. Ils ont raison de le faire, mais ils oublient trop souvent que la transition énergétique doit aussi accompagner, pour les décennies à venir, la raréfaction des matières premières, qui couvre pour la France aujourd'hui environ 60% de notre consommation. La vraie question est qui peut assurer aujourd'hui que les économies d'énergie pourront compenser le basculement de la consommation en énergie fossile vers la consommation électrique? La réponse est personne. C'est pourquoi le cahier des charges qui s'impose à la puissance publique en matière de transition énergétique est des plus contraignants. Il comporte 2 étapes. Premièrement, il nous faut diminuer notre dépendance à l'égard des matières premières de fait non renouvelables. Cette première tâche est indispensable pour que la France tienne ses engagements en matière de réduction des gaz à effet de serre. Je pense à l'objectif contraignant de réduction d'au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union européenne d'ici à 2030, mais également pour que la France ne soit pas otage des tensions géopolitiques qui accompagnent l'extraction de ces matières premières. Dans un deuxième temps, il nous faut rendre notre appareil de production électrique apte à absorber une éventuelle hausse de notre consommation électrique. J'ajoute que cette production électrique devra s'adapter aux fluctuations de production liées aux énergies nouvelles, ce qui n'est pas simple. Ce n'est qu'en remplissant ces 2 missions que la puissance publique rendra à la France sa pleine souveraineté énergétique. Pour le premier de ces défis, diminuer notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles, de nombreuses pistes existent, mais aucune ne relève de la solution miracle. Les produits pétroliers et le gaz représentent aujourd'hui environ 50% de la consommation énergétique du secteur résidentiel et du secteur tertiaire. Naturellement, on serait tenté de vouloir transférer cette consommation vers l'électricité, mais c'est oublier que le tertiaire et surtout l'habitation sont responsables des pics de production que nous avons de plus en plus de mal à gérer. Très concrètement, si on souhaite que les ménages français diminuent leur consommation de fioul, il n'y a pas de meilleur moyen que d'aider à renouveler le parc des chaudières. Pour être plus précis, un changement de chaudière représente quasiment 100 kWh par mètre carré par an d'économie. L'ensemble des autres opérations d'isolation dans une maison permet d'économiser de nouveau 100
kWh par mètre carré par an. Il faudra donc inscrire les aides fiscales dans la durée, ne pas se focaliser uniquement sur l'isolation des bâtiments, ne pas dire promptement qu'une nouvelle chaudière ne sert à rien si l'isolation n'est pas achevée, car cela est faux. L'autre espoir de diminuer significativement notre consommation en combustibles fossiles réside dans l'optimisation de la consommation dans l'automobile. Les produits pétroliers représentent aujourd'hui toujours plus de 90% des besoins du secteur automobile en France. Les transports et le secteur de l'automobile à lui tout seul absorbent les 2/3 de notre consommation en produits pétroliers. Sur cet aspect, nous avons constaté les progrès du véhicule électrique, grâce en particulier aux batteries en lithium. Malheureusement, là encore, aucune solution n'est parfaite. Le lithium fait partie de ces matières rares dont l'extraction n'est pas neutre en CO2. On nous dit alors que les chercheurs travaillent sur de nouveaux types d'électrodes capables de stocker plus d'ions, comme l'oxyde de manganèse ou l'oxyde de nickel, améliorant ainsi la capacité de stockage des batteries. Mais cela ne règle pas le problème de recyclage des batteries ou de l'extraction du lithium, dont le rythme est de 30 000 tonnes extraites par an, et cela essentiellement dans des régions peu stables politiquement. La voiture électrique sera malgré tout le principal levier pour réduire notre dépendance en hydrocarbures. Mais je confesse ne pas en savoir plus que les chercheurs qui aujourd'hui ne peuvent pas nous dire ce qui est viable sur le long terme, aussi bien en termes de coûts qu'en termes de ressources naturelles. Vient ensuite le deuxième défi qui se dresse face à la puissance publique. Comment optimiser et adapter notre production et notre consommation électrique? C'est, vous l'avez compris, la question du mix énergétique. Mais avant de dire comment nous allons produire notre électricité, encore faut-il savoir quel volume d'électricité nous devons produire. Mon premier constat est donc le suivant. J'espère, à l'instar de notre consommation en combustibles fossiles, que notre consommation d'électricité va baisser. Mais il ne chutera pas brutalement, même si les économies d'énergie sont envisageables. Les secteurs résidentiels et tertiaires, qui représentent à eux deux près de 70% de notre consommation d'électricité, peuvent faire l'objet d'économies significatives. Mais à l'instar du fioul, ces progrès ne seront pas gratuits pour la puissance publique, qui devra nécessairement avoir recours aux aides fiscales. Pourtant, la rénovation thermique est sans doute le point cardinal de cette future politique énergétique. Il nous faut donc conserver et simplifier les aides existantes plutôt que pratiquer une écologie préventive. Aussi me suis-je demandé à quel dispositif nos concitoyens peuvent-ils faire appel. Sachez qu'il existe 8 interlocuteurs possibles. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, me direz-vous? Il y a l'État, les collectivités, l'ANA, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, Procivis, la Mutualité sociale agricole, les caisses d'allocation familiale et les banques. Chacune de ces entités fournit une aide qui lui est propre selon des modalités qui lui sont propres. Par cette complexité, la puissance publique se tire une balle dans le pied. Comment pouvons-nous rendre visibles des aides que l'on éparpille tel un puzzle? Cette question n'est pas politique, puisque les gouvernements de droite et du centre ont leur part de responsabilité avec ceux de gauche. Cependant, j'espère que cette simplification des aides à la rénovation thermique aura une place de choix dans votre futur projet de loi, Monsieur le ministre. J'ajouterai enfin que les aides actuelles, si elles sont ciblées en priorité vers les publics fragiles, et c'est normal, excluent trop souvent des publics jeunes ou des classes moyennes qui, parce qu'ils ne répondent pas aux conditions de ressources, sont exclus du dispositif, alors que ceux-ci sont les plus sensibles à la question de la rénovation thermique. Pour en finir avec la rénovation thermique, il est évident que des économies très importantes peuvent être réalisées. Malheureusement, je ne ferai pas comme certains qui avancent des chiffres de 50% d'économie d'énergie d'ici à 2030. Cela me paraît tout à fait irréaliste. Songez par exemple que malgré les dispositifs existants, la consommation actuelle des ménages et du tertiaire est de 290 TWh. Il était de 288 en 2008, et cela malgré la crise. Notons aussi qu'avec l'engouement pour le véhicule électrique, et si nous tablons sur une progression
de l'ordre de 2 millions de véhicules électriques. C'est ce qui est dans les projets. Par exemple, entre aujourd'hui et 2030, celle-ci va entraîner une consommation de 4 à 5 TWh supplémentaires, soit presque la production d'un réacteur nucléaire. Mes chers collègues, ne fermons aucune porte aujourd'hui par optimisme ou par dogmatisme. Continuons de donner à la France les moyens de son indépendance énergétique. Ne soyons pas candides. Nous devons préserver l'appareil de production électrique français à son niveau d'aujourd'hui et lui permettre, s'il le faut, d'augmenter ses capacités. C'est à partir de ce constat que nous devons élaborer le mix énergétique et donc évaluer la part de chaque source d'énergie dans notre production électrique globale. Nous produisons aujourd'hui environ 550 TWh, dont environ 420 TWh par le nucléaire. Nous savons de sources sûres que nos capacités hydrauliques sont à leur maximum, environ 90% du potentiel exploité. Le biogaz sera une réponse pertinente, mais celui-ci servira surtout à remplacer la production des centrales thermiques utilisant des combustibles fossiles. Ces dernières, bien qu'indispensables pour fournir les pointes d'électricité, sont très polluantes et très gourmandes en combustible. Pour des rendements plus faibles, autant utiliser directement ces combustibles. Que devons-nous conclure? Tout simplement que notre potentiel de croissance repose quasiment uniquement sur les énergies renouvelables de type éolien ou photovoltaïque. Ce n'est pas négligeable. Cependant, écoutez jusqu'au bout, nous ne pourrons pas dans le même temps satisfaire nos engagements en termes d'émissions CO2 et dans le même temps fermer un tiers de notre parc nucléaire, comme l'annonce le Président de la République. Il va falloir choisir. Pour ces raisons, l'avenir de notre production électrique nécessitera de mobiliser toutes les ressources de production possibles. Le biogaz, en remplacement des centrales thermiques, l'éolien et le photovoltaïque, malgré des problèmes de compétitivité qui iront, je l'espère, en s'atténuant, et le nucléaire, bien sûr, même si cette énergie n'est pas renouvelable. Aucun de ces secteurs ne pourra s'exonérer de lourds investissements. Les énergies renouvelables, dont on dénonce avec raison l'insuffisance des investissements, ce qui conduit la France à être en retard par rapport à son voisin allemand. Et le nucléaire, pour lequel de gros progrès peuvent encore être faits, aussi bien sur l'optimisation du minerai que sur la quantité de déchets. À ce titre, bien que très attaché à notre souveraineté énergétique et donc au contrôle qu'exerce l'État chez nos opérateurs, je souscris à cette idée qui consiste à ce qu'en échange du financement de l'extension de la durée de vie des réacteurs d'EDF, les fournisseurs alternatifs puissent obtenir une participation à leur capital. C'est ce qui existe déjà, je vous signale, pour 4 centrales nucléaires françaises. Nous connaissons les difficultés de financement d'EDF. Ces difficultés viennent s'ajouter au récent programme d'investissement de 50 milliards d'euros au cours de la période 2012-2025, qui vise une mise en conformité de ces 58 réacteurs nucléaires avec les nouvelles règles de sécurité apparues après Fukushima et à allonger de 40 à 60 ans la durée de vie de ces réacteurs. Pour conclure, vous l'aurez compris, mes chers collègues, mon intervention n'avait pas pour objet de révéler une quelconque recette miracle. Le groupe UMP et moi-même croyons que notre devoir, en tant que responsable public, consiste à dire la réalité à nos concitoyens, à savoir que nous n'avons pas les moyens de nous passer d'un type d'énergie. Aussi rares, polluantes, chères, dangereuses que soient ces énergies, chacune d'elles est à un moment donné indispensable. Les produits pétroliers et le gaz, vis-à-vis desquels nous sommes dépendants, nous sont indispensables pour ne pas aggraver le problème des pointes de consommation. Notre mix énergétique de production électrique devra, lui, répondre à 2 défis. Assurer un niveau de production comparable à celui que nous avons aujourd'hui et assurer une réponse fiable aux pointes de consommation qui deviendront de plus en plus difficiles à traiter à mesure que les énergies renouvelables entreront dans notre mix. À ce titre, la France devra enclencher une vraie politique publique de l'énergie renouvelable qui ne soit pas seulement basée sur des prix de rachat déconnectés de la réalité des marchés. Le nucléaire aura toute sa place dans ce mix. Son développement devra être encouragé.
financement de la prolongation de la durée de vie des réacteurs actuels, développement des nouvelles générations, tous les leviers devront être activés. Et c'est sur quoi je souhaiterais conclure mon intervention. La transition énergétique ne s'accommode d'aucune réponse toute faite. Les promesses électorales et autres incantations candides se heurtent à une réalité qu'il nous faut affronter. L'énergie ne tombe pas du ciel. Celle-ci a toujours un coût financier, écologique et géopolitique. Il faut donc admettre qu'en l'état actuel de la science, nous ne pouvons sacrifier aucun type de production énergétique. Et c'est parce qu'aucune issue n'aura été sacrifiée que nous assurerons une transition énergétique qui ne compromette pas l'indépendance énergétique de notre pays. Je vous remercie de votre attention. Merci, cher collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Ronan Dantec pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, c'est donc la deuxième fois que nous débattons de politique énergétique dans cet hémicycle depuis le début de l'année. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Il nous faut alimenter l'ambition du futur projet de loi sur la transition énergétique. Je remercie donc doublement le groupe UMP, d'abord pour l'initiative de ce débat, mais je le reconnais aussi pour le moment de délassement que m'a offert cette proposition de résolution, car je vous avoue que sa lecture m'a un peu amusé. Cela commençait plutôt bien, je crois. Cela commençait plutôt bien puisqu'on peut lire au début de l'exposé des motifs que les deux objectifs majeurs de la France doivent être de réduire autant que possible notre dépendance aux énergies fossiles et de limiter nos rejets de gaz à effet de serre. Les écologistes sont en accord avec ces exigences, même si elles ne doivent pas être les seules. Je trouve même qu'il y a de très beaux libellés, comme sur, je cite, « ces préoccupations environnementales qui vont croissantes, notamment les déperditions d'hydrocarbures dans les écosystèmes ». Je dis bravo. J'ai juste une question, parce que ça n'est pas mentionné. Est-ce que cela concerne aussi les déperditions liées à l'exploitation des gaz de schiste dans le sous-sol qui font que dans certaines régions des États-Unis, même l'eau devient inflammable? Je ne doute pas de recevoir des assurances sur ce point dans le débat qui va suivre. Rien à dire donc sur ces objectifs énoncés dans un premier temps. Mais après, je subodore quelques désaccords, certes minimes, mais qui interpellent un peu sur la manière de poser les additions. Je vous pose cette question. Les caisses de l'État sont-elles à ce point pleines que l'on pourrait se permettre le luxe d'investir massivement à la fois dans la prolongation du parc nucléaire actuel et dans la poursuite du programme EPR et dans la recherche sur les réacteurs de 4e génération et dans l'efficacité énergétique et dans le développement des filières renouvelables? Je reprends mon souffle. L'UMP n'est généralement pas en reste pour montrer du doigt la situation des comptes publics. Je m'interroge donc d'où vient soudainement cette manne quasi illimitée. Je me réjouis presque de cette capacité à se dégager de l'adage souvent frustrant pour les élus qui est, je vous le rappelle, gouverner, c'est choisir. Mais je crains malgré tout qu'il faille quand même réduire l'addition finale. Parlons d'abord de cette filière scientifique et industrielle d'excellence que serait le nucléaire. Il y a déjà 2 ans, les travaux de la commission d'enquête sénatoriale sur le coût réel de l'électricité nous ont un peu éclairés. Je salue le président et le rapporteur ici présents. Ils nous ont permis d'entendre de nombreux acteurs de l'énergie et de nuancer fortement certaines vérités assénées depuis plusieurs décennies. Je m'étonne donc de retrouver quelques dogmes anciens dans cette proposition de résolution, comme si nos 5 mois de travaux ne nous avaient pas fait progresser dans nos analyses. Vous appelez à la prolongation du parc nucléaire actuel. D'abord, nous n'avons aucune garantie sur le fait que l'autorité de sûreté nucléaire autorisera la prolongation de la durée d'exploitation des réacteurs. Bien au contraire, son président Pierre-Franck Chevet a déclaré il y a quelques jours lors d'une audition à l'Assemblée nationale que, je cite, « la prolongation des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans n'est pas acquise au regard des objectifs majeurs de sûreté ». Il a également souligné que le coût du grand carénage annoncé à 55 milliards d'euros était revu à la hausse. D'autres évoquent aujourd'hui plus de 100 milliards.
Vous demandez donc le remplacement partiel du parc actuel, il y a une logique, par des EPR. Mais nous voyons bien aujourd'hui que le prix de revient du mégawattheure d'origine EPR ne sera, lui, jamais compétitif. Les plans financiers de la centrale d'Hinkley Point en Grande-Bretagne le confirment. Le mégawattheure est vendu à plus de 100 € contre, par exemple, aujourd'hui 80 € pour le mégawattheure d'origine éolienne produit. Donc vous allez remplacer du déjà cher par du encore plus cher. Il est alors paradoxal que cette proposition de résolution en reste à une vision non critique de ce célèbre conte de fées sur la fée électricité bon marché, alors que le mégawattheure est vendu sous son prix réel, comme l'avait clairement montré le rapport de la commission d'enquête. Il est temps de ranger le livre de comptes, C-O-N-T-E-S, pour sortir un livre de comptes, C-O-M-P-T-E-S, sur ce choix énergétique qui a affaibli la France et de réorienter donc massivement les investissements sur les filières renouvelables, point sur lequel je vous ai trouvé plus timoré. Les chiffres de la Fédération européenne des producteurs d'électricité de 2012 montrent bien que le nucléaire se marginalise en Europe, même au-delà de l'exemple allemand. 250 milliards d'euros d'investissements prévus dans les filières renouvelables d'ici 2020, contre 16 milliards pour le nucléaire. Ce sont des chiffres qui nous ont été fournis à Bruxelles par les responsables d'Eurélectrique, qui ne sont pas vraiment de gentils écolos barbus. C'est donc sur ces marchés réels qu'il nous faut aujourd'hui faire une offre. J'ai bien compris le changement de stratégie industrielle du gouvernement. Il faut privilégier la politique de l'offre. Vous dites qu'à part l'hydroélectricité, qu'il nous faut conforter, et là nous sommes en accord, les filières renouvelables sont des technologies encore peu matures. Mais comme je le disais, l'éolien terrestre est déjà beaucoup moins cher que l'EPR et le photovoltaïque est en passe de le devenir. Dans une interview récente, le PDG de GDF Suez, Gérard Mestrallet, pas non plus vraiment un écolo barbu, indiquait d'ailleurs que le photovoltaïque était déjà compétitif au sud de la Méditerranée et qu'il le serait partout en Europe dans 10 ans. Et la compétitivité des filières renouvelables sera encore renforcée par le développement des technologies de stockage, qui est également une réponse à leur caractère intermittent. Notons l'immense potentiel de la filière hydrogène sur ce point, avec l'application Power to Gas. Si nous avons une priorité de recherche industrielle, c'est donc bien sur le stockage et probablement pas dans la réinvention permanente et nostalgique du surgénérateur à sodium liquide, version post-Cress-Malville, monstre technologique plus avide de milliards que le Moloch de Métropolis engloutissant les travailleurs. Ça, c'est pour l'axe avec mes amis communistes. Ces technologies sont donc matures et elles peuvent dès aujourd'hui positionner la France comme leader mondial si nous nous en donnons les moyens. Nous avons une immense opportunité de développer de véritables filières industrielles d'excellence, créatrices d'emplois et permettant de remplir nos objectifs climatiques. Mais cela n'arrivera pas tant que nous gaspillerons nos milliards dans des filières nucléaires sans avenir, un peu comme une armée mal engagée dans une bataille qui préfère sacrifier ses troupes dans une dernière charge, là où la victoire passerait par un repli en bon ordre et un redéploiement des forces. Là, c'était la métaphore pour l'ancien ministre de la Défense. Les écologistes restent très attachés aux grands objectifs fixés par le président de la République, à savoir le facteur 4 d'ici 2050, donc la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% d'ici 2025, la réduction de la consommation finale d'énergie de 50% d'ici 2050 et la consommation de fossiles de 30% d'ici 2030. Il y a au moins le groupe écologiste qui croit à la crédibilité des engagements du président de la République. Cette future loi doit déboucher sur un scénario crédible et si vous lisez attentivement la presse politique, vous noterez d'ailleurs l'attention que portent aujourd'hui les écologistes à son élaboration. Là, monsieur le ministre, il n'y a pas de métaphore. Malgré toute ma sympathie pour les histoires drôles et enchanteresses qui font rêver sur un futur merveilleux, je suis donc désolé de devoir vous ramener sur Terre. La fée électricité n'a plus de baguette magique, elle a un crayon pour faire des additions de coûts et pour vous rappeler le monde réel, le groupe écologiste est donc dans l'obligation de voter contre cette proposition de résolution. Merci, cher collègue. La parole est à madame Mireille Serge pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout le monde s'accorde sur un point, une transition énergétique est devenue nécessaire
voire inéluctable pour répondre à l'augmentation continue du prix du pétrole et au réchauffement climatique. Donc ce débat est toujours bienvenu, c'est le deuxième depuis cette année et c'est une bonne chose. Mais dès que l'on parle de transition énergétique, de nouvelles interrogations apparaissent. Quelle énergie, au service de qui? Transition décidée par qui? Comment? Sur quels critères? Combien de temps? Toutes ces questions révèlent des tensions entre les enjeux et acteurs différents. Ainsi, nous devons trouver de nouveaux modes de développement, de vie, de déplacement, réduire nos besoins et trouver de nouvelles sources d'énergie et, dans le même temps, ne pas fragiliser nos tissus économiques et sociaux, ne pas renoncer complètement à notre confort tout en étant attentifs à nos factures. Voilà donc bien des contradictions. C'est dans ce contexte que nous débattons de cette proposition de résolution. D'un point de vue économique, il est plus aisé d'aborder tout changement lorsqu'on se sent fort et rassuré. Or, aujourd'hui, c'est plutôt la précarité énergétique qui se développe en France. Nous regrettons que vous n'utilisiez pratiquement pas ce terme dans votre résolution. Pourtant, la paupérisation d'une frange importante de la population la soustrait à l'accès à ce bien de première nécessité qu'est l'énergie. Sans compter que se profile toujours le risque d'une remise en cause du droit pour chacun d'accéder à l'énergie, que l'on songe à la volonté avortée de mise en place d'un bonus-malus énergétique. La question énergétique est une question politique et sociétale avant d'être une question technique. Attention à ne pas transformer le droit des usagers citoyens en question de solvabilité du client. De plus, le secteur énergétique a été largement libéralisé. Or, la concurrence et la production privée ne peuvent à elles seules assurer un droit égalitaire pour tous à l'énergie. Elles ont par contre contribué à des hausses tarifaires importantes. Seule l'existence d'un grand service public garantit ce droit, mais à aucun moment cette option n'apparaît dans votre proposition de résolution. Par ailleurs, au regard des travaux de la commission d'enquête sur le coût réel de l'électricité dont j'étais membre, nous ne souscrivons toujours pas au postulat d'une hausse inéluctable des tarifs de l'énergie qui guiderait les choix énergétiques de demain. Le débat national organisé l'an dernier était aussi extrêmement complexe, convenons-en, rien que pour son organisation, un document de 106 pages a été édité. Certaines questions n'avaient pas été évoquées, entre autres celles des externalités et des hausses tarifaires. Or, nos concitoyens doivent disposer d'un état des technologies disponibles, de leurs atouts, de leurs risques. Il est important d'avoir des informations précises et dépassionnées sur toutes les solutions possibles en matière de mix énergétique. Par exemple, le bilan carbone des énergies renouvelables, le bilan des aides publiques indirectes et directes, une évaluation des perspectives en termes d'emploi, d'activité industrielle ou de filière. Nous savons, et vous le rappelez d'ailleurs dans votre texte, qu'il y aura une pénurie de pétrole dans un futur proche. Toutefois, la course aux hydrocarbures est loin d'être terminée. Certes, l'énergie nucléaire nous a assuré une certaine indépendance énergétique, une électricité la moins chère d'Europe. Mais après le dramatique accident de Fukushima, nous avons des exigences encore plus fortes en termes de surveillance et de maintenance des centrales. Il nous faut abandonner la sous-traitance et rendre à l'opérateur historique son rôle majeur, dégager des contraintes de rentabilité. Nous devons de plus progressivement réduire la voilure de manière réaliste et raisonnable, contrairement à ce qui est proposé dans cette proposition de résolution. L'hydroélectricité, dont vous parlez aussi, est la première ressource d'énergie renouvelable et stockable en France. Les investissements réalisés dans notre pays nous permettent de bénéficier d'une capacité d'énergie dont le coût de production est plus faible que tout autre moyen de production. Pourtant, la perte de son statut d'établissement public et la suppression du droit de préférence portent juridiquement l'idée d'une mise en concurrence des concessions hydroélectriques. La France serait donc le seul pays à offrir au marché ses torrents, ses rivières, ses lacs et ses fleuves, alors que les autres États européens ont pris des dispositions protectionnistes.
Nous sommes, vous le comprendrez, opposés à une telle ouverture à la concurrence. Autre question que cette proposition aborde, l'effacement. Grande question. Pour conduire à une meilleure sobriété énergétique, l'effacement s'inscrit dans une logique vertueuse qui consiste, attention, à décaler et non pas systématiquement annuler une consommation d'énergie. Seul un système public intégré doit être initié et piloté par RTE, ERDF et l'État. Nous devons aussi miser sur l'installation massive des compteurs intelligents. À ce sujet, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire où en est l'appel d'offres ? Vous le savez, je soutiens l'entreprise Landis+Gyr de Montluçon qui pourrait fabriquer ces compteurs et même développer les suivants encore plus communicants. J'attends votre réponse. Merci beaucoup. Pour nous, l'effacement doit reposer sur le volontariat et une réduction de factures pour l'usager sans privation. Les gains pour la collectivité doivent financer la réalisation de travaux d'économie d'énergie et non enrichir un nombre réduit d'agrégateurs commerciaux. Or, la mise en place du marché de capacité qui est appelé dans cette résolution est tout simplement contraire à ces objectifs, à l'intérêt général. L'État stratège doit rester responsable de la cohérence nationale de la politique énergétique, de son efficacité dans l'intérêt général et ses déclinaisons fiscales. Nous ne pensons pas, même si l'idée est séduisante, que la transition énergétique se fera par le biais d'une organisation régionale de l'énergie. Une variabilité des prix selon le territoire est très dangereuse. Aux fractures déjà existantes en termes de transport, de présence de services publics dont nous parlons suffisamment dans cet hémicycle, s'ajouterait alors une fracture énergétique. Sans compter l'impératif d'une cohérence globale des réseaux de transport et de distribution. La péréquation doit être le fil conducteur de toute politique énergétique. Parce que les solutions énergétiques d'aujourd'hui sont appelées à bouger, la constitution d'un pôle public de l'énergie, dont l'État serait le pivot, s'impose à nos yeux. Il serait la garantie de développement d'une filière multi-énergie performante. Il permettrait de favoriser la sécurité et les recherches fondamentales, telles la filière hydrogène et appliquée. De même, seul l'État peut structurer, pérenniser une filière de la rénovation thermique. Pour toutes ces raisons, et parce que tout ne peut pas être affaire de compétitivité, notre vision est aux antipodes de celle sous-tendue par la proposition de résolution qui nous est proposée. C'est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe CRC ne la voteront pas. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Chevènement pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de résolution défendue par M. Poniatowski constitue une nouvelle occasion de débattre de ce qu'on appelle la transition énergétique. La chose n'est pas nouvelle. Dans le dictionnaire des idées reçues, Flaubert donnait déjà cette définition du mot époque. La nôtre est une époque de transition. Transition. Mais transition vers quoi? Il n'est pas douteux que le réchauffement climatique, le coût croissant des hydrocarbures, l'après-pétrole, c'est le pétrole plus cher, soyons clairs, la perspective d'arriver à maturité d'énergies nouvelles, enfin, oblige à conduire une politique volontariste. Mais la volonté politique doit être éclairée. Elle ne peut être remplacée par un acte de foi dans les énergies renouvelables. On ne peut pas remplacer la rationalité par la chasse aux coccinelles. Le nucléaire est ostracisé par M. Dantec, que j'ai entendu tout à l'heure, je ne le vois plus, il est là. Oui, au nom d'un principe de précaution qui n'a aucune formulation scientifique et qui ne dit rien d'autre que le proverbe de nos grands-mères, 2 précautions valent mieux qu'une et 347 que 346.
Or, la France, mes chers collègues, dans la crise de compétitivité qu'elle connaît, qu'a judicieusement analysé le rapport gallois, repris à son compte par le gouvernement, par le président de la République, la France ne peut ni négliger le coût des importations d'hydrocarbures, soit 66 milliards d'euros en 2013, ni gaspiller l'atout que lui donne l'électricité la moins chère d'Europe, ce qui devrait constituer un avantage comparatif pour enrayer l'érosion de notre tissu industriel, manifeste depuis plus de 30 ans. Il est temps, Monsieur le ministre, d'introduire un peu de rigueur dans notre politique énergétique. On ne peut pas mettre tous les objectifs sur le même plan. La priorité donnée aux énergies renouvelables, sans prise en considération de leur coût, est une hérésie. La production de 1 MWh dans le parc nucléaire actuel, je le souligne, revient à environ 50 €. Si on tient compte des travaux préconisés par l'autorité de sûreté nucléaire après Fukushima, cela monte à peu près à 55 € le mégawattheure. On peut débattre, c'est de l'ordre de grandeur. Comparons avec le gaz, 70 à 80 €, l'éolien terrestre, 80 à 85 €, le photovoltaïque au sol, 120 à 150 €, l'éolien offshore, 150 à 250 €. Voilà des chiffres peu contestables, peu contestables. Les énergies renouvelables, en dehors de l'éolien terrestre, ne sont pas arrivées à maturité. Vous le savez très bien. La contribution au service public de l'électricité, dont les 2 tiers leur sont destinés, atteint déjà plusieurs milliards. Elle représente à peu près 15% du prix acquitté par le consommateur. Je ne dis rien là qui vous révolte, c'est la réalité. En Allemagne, ce coût dépasse 14 milliards d'euros l'an. Le nouveau ministre de l'énergie allemand, M. Sigmar Gabriel, votre collègue, par ailleurs vice-chancelier, vient de donner un coup de frein au développement des énergies renouvelables le mois dernier, en janvier 2014. La part des énergies fossiles dans la production d'électricité en Allemagne va demeurer stable et même un peu augmenter au-dessus de 60% pendant les 10 prochaines années. Monsieur Lenoir l'a dit avant moi. 60%. La teneur en gaz carbonique de kilowattheure, moi j'ai des chiffres qui vont encore plus loin que les vôtres. J'avais 10 fois plus en Allemagne qu'en France. De nouvelles centrales au lignite et au charbon pour plus de 6 gigawatts ont été ou vont être mises en service cette année. On ne voit pas comment l'Allemagne pourra remplir l'objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est une question qu'il faut poser à nos amis. Comment allez-vous faire? On aimerait s'instruire. La facture d'électricité, enfin, pèse 2 fois plus lourd sur les ménages outre-Rhin qu'en France. Ce n'est pas contestable, même si les industries bénéficient d'une exonération, à vrai dire peu compatible avec les règles de la concurrence. Mais qui s'en est avisé? Il n'y a pas qu'un problème de coût, Monsieur le ministre, vous le savez très bien. La caractéristique des énergies éoliennes ou solaires est leur intermittence. Il faut donc effectuer des investissements pour le stockage de l'électricité, problème non résolu à ce jour. Le prix des batteries, excusez-moi, la pile à combustible, je connais. Bon, on n'en est pas encore à la compétitivité, loin de là. Loin de là. Mais on peut faire de la recherche pour cela. Oui, de la recherche. Pour les réseaux, 60 milliards d'euros en Allemagne d'ici 2020, selon le ministère de l'Énergie. Bref, en matière énergétique, au moins, disons-le, au moins dans ce domaine, l'Allemagne n'est pas un modèle à suivre. Qui d'ailleurs paiera la facture des réseaux nécessaires à l'acheminement des flux au sein d'un système électrique européen? J'ai cru entendre M. Poniatowski préconiser des investissements dans ce domaine, mais qui paiera? C'est une question intéressante. J'aimerais que M. le ministre nous aide à y répondre. Il faut aussi construire des centrales pour assumer la consommation de base, naturellement plus forte la nuit que le jour. Rien ne peut remplacer, du point de vue de la minimisation du coût de revient et de la faiblesse des émissions de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires. C'est pourquoi j'approuve la prolongation de la durée de vie des centrales, le lancement à un certain nombre d'exemplaires d'EPR, parce qu'on ne peut pas s'enfermer dans la perspective d'une stagnation économique de longue durée, et parce qu'il faut aussi exporter de l'électricité
Et nos réacteurs et notre industrie nucléaire, elle doit aller là où est le marché. Elle doit s'y adapter, construire des réacteurs de 1000 mégawatts, mieux adaptés à la demande que les EPR qui ont été conçus à une autre époque. La fermeture du site de Fessenheim, plusieurs milliards d'euros, serait plus qu'un non-sens, Monsieur le Ministre. J'ai entendu dire que la prochaine loi pourrait dissocier la procédure d'arrêt d'une centrale de la constitution d'un dossier de démantèlement. J'ose espérer que cette palinodie sera évitée. Je vous adjure, au moment où le gouvernement recherche 50 milliards d'économies, je vous adjure, Monsieur le Ministre, de mesurer le signal désastreux qui serait ainsi donné aux pays étrangers qui nous observent. Il faut au contraire aller de l'avant. Je ne veux pas évoquer le réacteur de 4e génération, mais il a tout à fait ses intérêts si on veut aller à un mix énergétique équilibré, extrêmement décarboné. Je conclus, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Ministre, l'enjeu du climat peut nous réunir. L'enjeu du climat, mais je ne vais pas développer ce passage de mon intervention, peut nous réunir aussi le fait que les prix de l'énergie restant durablement orientés à la hausse, il faut mobiliser des moyens très importants pour améliorer l'efficacité énergétique dans le résidentiel existant. Peut nous réunir la promotion de la recherche concernant le photovoltaïque qui pourrait trouver au Maghreb le terrain d'une expérimentation rentable, mais aussi la pile à combustible, l'économie de l'hydrogène en coopération avec l'Allemagne. Nous nous mettrons d'accord si vous parvenez à dégager les crédits nécessaires, mais ne mettez pas l'argent dans des expérimentations non rentables qui coûtent des milliards. Ne gâchez pas notre atout nucléaire qui est une réalité. Je veux remercier encore une fois pour finir M. Poniatowski et M. Gaudin de l'occasion qu'ils ont donnée au Sénat de se pencher sur un dossier majeur et à moi-même d'adresser un appel pressant à la cohérence gouvernementale. Celle-ci, pour convaincre, doit être marquée du sceau de la rigueur qui est d'abord une rigueur intellectuelle. Rien de ce que j'ai lu dans votre projet de résolution ne me choque. Je vais vous demander de conclure, cher collègue. J'ai fini. Je dirais que l'axe central, la réduction de notre consommation de combustibles fossiles, qui doit être au cœur de la politique énergétique française dans les prochaines décennies, devrait nous réunir si nous faisions marcher notre bon sens. De cela, je ne désire pas de convaincre, sinon toute la majorité, pas M. Dantec, mais enfin du moins sa principale composante qui se réclame encore de l'héritage des Lumières. Il en va, Monsieur le Ministre, de la reconquête de notre compétitivité, c'est-à-dire de l'intérêt national tel que l'a lui-même défini le Président de la République. La parole est à Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Économie, du Développement durable et de l'Énergie. Bien, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je voudrais tout d'abord remercier le groupe UMP, singulièrement Monsieur le sénateur Ladislas Poniatowski, de nous avoir permis d'avoir ce soir cet échange sur une question, la transition énergétique, dont chacun mesure l'importance et qui est au cœur de notre actualité. En lisant le début de l'exposé des motifs, car j'ai lu l'exposé des motifs de votre proposition de résolution, je me suis dit que nous partagions beaucoup d'analyses. Après tout, n'avez-vous pas raison lorsque vous affirmez d'emblée, et je cite votre exposé des motifs, que la raréfaction des énergies fossiles, l'insécurité dans l'approvisionnement de ces sources d'énergie, la hausse de la facture énergétique, la détérioration de l'environnement, dont l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est l'une des principales manifestations, tous ces phénomènes impliquent que la France conduise une politique de l'énergie empreinte de vision et de responsabilité. Je ne saurais, Monsieur le sénateur, dire mieux. Pas mieux non plus lorsque vous affirmez, car vous l'affirmez aussi dans votre exposé des motifs, que la réduction de notre consommation en combustibles fossiles doit aussi être au cœur de la politique publique énergétique française pour les prochaines décennies. Quels sont, Mesdames et Messieurs, les enjeux de la transition énergétique? Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement, tout à l'heure, en commençant votre propos, vous avez cité des définitions sur des mots à la mode, et notamment au fait que l'époque était à la transition.
J'ai souvenir, Monsieur le ministre Jean-Pierre Chevènement, d'une autre époque où, avec vous ou à vos côtés, jeune plume militante, il m'arrivait d'écrire à vos côtés dans un mot qui comptait beaucoup à votre époque et que vous employez souvent, qui était celui de projet. Vous étiez un homme de projet. Peut-être l'êtes-vous d'ailleurs toujours demeuré. Eh bien, d'une certaine façon, je voulais vous dire, la transition énergétique, c'est un projet. La transition énergétique, c'est un projet qui doit devenir un atout pour la compétitivité de nos entreprises. Car anticiper les évolutions du contexte énergétique mondial, ce sera se doter d'un indéniable avantage compétitif. La transition énergétique, elle est aussi un projet climatique. Les estimations du GIEC sont hélas plus inquiétantes que prévues et nous ne saurions attendre davantage pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, lesquelles, pour 70% d'entre elles, proviennent de la combustion d'énergie fossile en France. La loi de transition énergétique, c'est un projet social. La transition énergétique est également, Madame la sénatrice Schurch le disait tout à l'heure, un projet social. Le renchérissement prévisible et prédictible du prix de l'énergie, si nous ne faisons rien, commande d'accompagner les Français en améliorant l'efficacité énergétique des lieux où ils vivent et ils travaillent et de lutter, moi j'emploie le mot, contre la précarité énergétique pour les plus modestes d'entre eux. Monsieur le sénateur Poniatowski a ironisé sur le nombre d'interlocuteurs qu'on pouvait avoir pour s'occuper de rénovation énergétique, mais dois-je lui rappeler qu'avec Cécile Duflot, nous avons lancé au contraire un plan de rénovation énergétique dans l'habitat qui prévoit un guichet unique, qui est un guichet unique qui fonctionne bien puisqu'il y a beaucoup plus de demandes de financement de rénovation thermique que nous ne pensions au départ. Et j'ajoute à cela que nous avons obtenu quelque chose qui n'était pas tout à fait à l'ordre du jour sous la précédente majorité, c'est un taux réduit de TVA pour les travaux de rénovation thermique. La transition énergétique, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices, c'est un projet industriel, car de nos choix dépendra la capacité de la France de se doter de filières d'avenir robustes et compétitives au niveau mondial. C'est vrai du nucléaire, ce sera vrai des énergies renouvelables. La transition énergétique, c'est enfin, et on le dit moins, un projet de santé publique, notamment s'agissant de la qualité de l'air que nous respirons. Changer notre manière de produire, changer notre manière d'aménager le territoire, de nous loger, de consommer, de nous déplacer. Voilà le projet global de la transition énergétique dont le cap a été fixé par le Président de la République et le Premier ministre lors de la deuxième conférence environnementale de septembre 2013. Ce cap, c'est celui de la division par un facteur 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 par rapport au niveau de 1990. Le premier volume du 5e rapport du GIEC nous a une fois de plus placés devant nos responsabilités. Et la responsabilité de la France est d'autant plus forte que, comme vous le savez, notre pays accueillera en 2015 la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce cap, c'est aussi la réduction de 50% de la consommation finale d'énergie d'ici 2050 et un horizon plus proche, c'est la réduction de 30% de notre consommation d'hydrocarbures d'ici 2030. Ce cap, c'est celui de la diversification de notre mix électrique qui nous conduira notamment à ramener la part du nucléaire à 50% à l'horizon de 2025 pour garantir dans la durée la diversification de notre production d'électricité. Monsieur Poniatowski, vous avez cité tout à l'heure le chiffre de 420 TWh de production nucléaire. Monsieur Lenoir, qui connaît bien les chiffres, a lui parlé de 400. C'est le véritable chiffre, 400, alors que la possibilité serait de 420 TWh. Et savez-vous que, parce que EDF n'a pas intérêt à aller au-delà, elle limite à 400 TWh puisqu'elle ne peut pas exporter le reste, et que 20 TWh, cela représente, je le dis au passage, 4 à 5 réacteurs nucléaires. Ce cap, c'est enfin celui de la communauté européenne de l'énergie, car il ne saurait être question de remettre en cause la souveraineté nationale de chaque État en matière d'énergie, et donc celle de la France, mais il faut néanmoins, comme l'a souhaité le Président de la République, avoir une vision européenne de la transition énergétique en l'adossant notamment à un rapprochement franco-allemand qui sera utile. Je serai à nouveau à Berlin demain pour inciter les acteurs européens à travailler ensemble afin que nous soyons plus forts
face à la concurrence internationale. Et le sommet franco-allemand qui s'est tenu le 19 février a marqué en matière énergétique le rapprochement entre nos deux pays, un rapprochement qui sera utile pour nous rendre plus forts en Europe et à l'extérieur de l'Europe. Les objectifs européens du premier paquet climat-énergie à l'horizon 2020, acceptés, je le rappelle, par la précédente majorité, nous les connaissons. 20% d'énergie renouvelable, 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique et 20% de réduction des gaz à effet de serre. Aujourd'hui, une nouvelle échéance est en discussion entre les États membres et des propositions ont été formulées par la Commission européenne le 22 janvier dernier qui résultent d'un compromis issu des premières discussions entre les États. Depuis plusieurs mois, la France défend un objectif de réduction des gaz à effet de serre d'au moins 40%. Et nous soutenons avec l'Allemagne un objectif d'au moins 27% au niveau européen pour la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie en 2030, même si le chiffre que nous inscrirons dans la loi de transition énergétique sera probablement plus ambitieux encore. La fixation le plus tôt possible d'un nouveau paquet climat-énergie européen donnera aux industriels et au monde économique en général la prévisibilité nécessaire à l'optimisation de leurs choix d'investissement. Cela permettra surtout à l'Europe de parler d'une voix dans les négociations au préalable au sommet sur le climat de Paris en 2015. Pour revenir à la France et à nos choix nationaux, et comme le montre la discussion d'aujourd'hui, la réflexion sur la transition énergétique s'est beaucoup focalisée sur la question du nucléaire. Que les choses soient claires, mesdames et messieurs les sénateurs, à une époque particulière de notre histoire, des ingénieurs exceptionnels, des techniciens motivés, des ouvriers patriotes ont fait et font encore la renommée de notre filière nucléaire et en particulier sa réputation internationale en matière de sécurité. Et je suis sensible à ce que vous avez dit, Madame la sénatrice, sur cette région Alsace. Il se trouve que je suis originaire et élu d'un département, le Gers, qui a des liens historiques très forts avec l'Alsace, avec Fessenheim qui est jumelé avec une ville de mon département du Gers. Je suis moi-même élu d'un canton qui est jumelé avec la ville de Rixheim et d'autres le sont avec la ville de Saint-Louis parce qu'il se trouve que pendant la guerre, de nombreux compatriotes alsaciens sont venus trouver refuge dans mon département, dans le département du Sud-Ouest, à Fleurance de la ville de Rémontval. Donc je suis particulièrement sensible, madame, et je vous le dis en vous disant d'ores et déjà que je recevrai personnellement les élus de la région de Fessenheim pour parler avec eux et évoquer l'avenir de la région tout entière. Passer d'un peu plus de 75% d'énergie électrique d'origine nucléaire, comme c'est le cas aujourd'hui, à 50% à l'horizon de 2025, n'est donc en rien une marque de défiance à l'égard de ces ingénieurs, de ces techniciens et de ces ouvriers, et encore moins le résultat de je ne sais quel accord politicien que vous nous servez en permanence, mais qui n'a rien à voir, avec la réalité, car il s'agit là d'une décision industrielle, économique et énergétique, une décision qui est à la fois rationnelle et responsable. Elle est indispensable pour garantir dans la durée notre sécurité d'approvisionnement et pour éviter à nos successeurs de faire face à un mur d'investissement qui serait une faute de notre part. En effet, ce qui serait irrationnel et irresponsable, c'est de laisser aux générations futures qui vont nous succéder le fardeau de ces investissements. Nos centrales, qui pour l'essentiel, vous le savez, ont été construites au cours de la même décennie, nécessiteront pour être mises à jour des investissements extrêmement lourds, sous réserve de l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire. En se tournant résolument vers l'avenir, en étalant dans le temps les investissements nécessaires, en choisissant d'encourager le recours à une part croissante d'énergie renouvelable, nous faisons le choix de la responsabilité et de la sécurité, de la responsabilité économique et de la sécurité d'approvisionnement. Ce rééquilibrage, je le dis à M. Bizet, n'est d'ailleurs pas contradictoire avec la volonté du gouvernement de maintenir l'excellence de la filière nucléaire, avec notamment l'achèvement de l'EPR de Flamanville ou le soutien de nos industriels à l'export. Il arrive même, puisque je me déplace à l'étranger avec le président ou le Premier ministre, que nous parlions de nucléaire en Turquie, en Grande-Bretagne. Il arrive même que nos interlocuteurs nous disent que le fait qu'une entreprise française puisse être aussi excellente dans la phase de démantèlement et de stockage des déchets
constitue un plus à l'export pour certaines des entreprises. Vous le savez, c'est très important pour ces pays-là de savoir, au-delà de la gestion, de la construction, de savoir qu'est-ce qui peut se passer un jour au moment du démantèlement et avant du stockage des déchets. Cette stratégie, mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, s'inscrit dans une logique de progrès continu en termes de sûreté nucléaire. Et les stress tests de nos réacteurs ont tous été passés en même temps que l'autorité de sûreté nucléaire insérait dans ses évolutions le retour d'expérience de l'accident survenu à Fukushima. Le rééquilibrage de notre mix électrique doit bien sûr nous conduire à développer les énergies renouvelables, pour lesquelles nous avons pris du retard du fait des politiques erratiques qui ont été menées avant 2012. Les énergies thermiques, notamment, sont essentielles et assureront à terme la part la plus élevée d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Leur développement est par conséquent prioritaire. Je l'ai dit et je le répète, les énergies renouvelables ont beaucoup souffert des soubresauts de la politique de soutien des gouvernements précédents. Depuis la fin 2013, la stabilisation menée par le gouvernement actuel a permis d'insuffler une reprise, que ce soit pour l'éolien ou le photovoltaïque. Savez-vous que fin 2013, nous arrivions ainsi à retrouver un rythme d'installation équivalent à 1000 mégawatts par an. Il faut poursuivre le soutien de ces filières, de toutes les filières renouvelables. Nous lancerons fin mars un appel d'offres pour les installations photovoltaïques de plus de 250 kW avec un objectif d'au moins 800 MW installés à l'horizon 2017. Et puisque a été évoquée la question de la compétitivité face à l'éolien et face au photovoltaïque, et même si Ronan Dantec l'a excellemment expliqué, je redis comme lui que sur le photovoltaïque, le constaté d'aujourd'hui, c'est un peu moins de 100 € du mégawattheure. Ce pourrait être en 2025 moins de 80 € du mégawattheure. Que s'agissant de l'éolien, c'est aujourd'hui moins de 80 € le mégawattheure et que ce pourrait être moins de 70 € le mégawattheure. Et que l'EPR, dont nous sommes heureux qu'il soit construit avec des entreprises françaises à Hinkley Point en Angleterre, est assorti d'un prix qui est de 109 € du mégawattheure. Donc, soyons prudents sur la fameuse compétitivité différenciée entre ces sources d'énergie. Pour les nouvelles filières marines, nous avons lancé un second appel d'offres pour l'éolien offshore au début de l'année 2013 et à l'automne dernier, un appel à manifestation d'intérêt pour les fermes pilotes hydroliennes, c'était à Cherbourg, a lui également été lancé. Ce soutien a un objectif clair: placer les industriels français sur ces technologies en position de leader au plan européen et international. Pour inscrire le développement des énergies renouvelables dans la durée, j'ai lancé 2 autres consultations. L'une sur la nécessaire évolution des modalités de soutien des énergies renouvelables. Un peu partout en Europe, y compris en Allemagne, il y a la question posée effectivement du soutien aux énergies renouvelables et de l'intégration progressive au marché. La Commission européenne, d'ailleurs, s'intéresse beaucoup à la façon dont l'Allemagne a fait le soutien aux énergies renouvelables, notamment en privilégiant les entreprises aux dépens des ménages. Et puis la deuxième consultation que j'ai lancée, elle porte sur l'autoconsommation, c'est-à-dire le fait de consommer soi-même l'énergie que l'on produit. Le sens de cette double consultation est d'assurer la mise en place de bonnes décisions et d'éviter des décisions hâtives qui pourraient être préjudiciables à nos industriels dans la mise en œuvre de principes par ailleurs vertueux. Le soutien aux énergies renouvelables passe aussi par la consolidation de leur cadre législatif et réglementaire et par la simplification des procédures administratives. La simplification, ça n'est pas réduire les exigences en matière de protection de l'environnement, mais c'est rationaliser les procédures, supprimer les redondances, réduire les délais et assurer une plus grande sécurité juridique à des projets qui sont bons pour la transition énergétique, qui sont bons pour notre souveraineté, bons pour notre redressement économique. C'est dans cet esprit que mon ministère a lancé des expérimentations qui sont contenues dans la loi du 2 janvier 2014 habilitant le gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises. Ainsi en est-il concernant la mise en place d'une autorisation unique ICPE qui s'applique aux éoliennes et aux installations de méthanisation. La loi sur la transition énergétique proposera aussi des mesures allant dans le sens de la modernisation du droit et de la simplification des procédures. Pour les filières moins matures, je pense à l'hydrolien par exemple, mais nécessaires à la transition énergétique,
le gouvernement a mis en place un second volet des investissements d'avenir qui permettra de soutenir le développement de solutions de stockage innovantes qui sont nécessaires à une meilleure intégration des énergies renouvelables. Roland Courteau a parlé de l'autoconsommation, la sénatrice Schurch a parlé, bien sûr, comme souvent elle m'y interroge, des compteurs intelligents. Je réponds que sur le compteur intelligent Linky, nous sommes en phase d'instruction. Et quant à l'instruction pour Gaspard, plusieurs entreprises ont été sélectionnées et nous allons rentrer dans une phase décisionnelle. Je rappelle que c'est plus d'1 millier d'emplois qui sont derrière la production de ces compteurs intelligents. Mesdames et messieurs, l'année 2013 aura été l'année du débat national sur la transition énergétique, un débat utile qui n'avait jamais eu lieu auparavant et qui nous aura permis d'aborder l'année 2014 avec cette traduction législative que sera le débat sur la loi de transition énergétique. Ce projet de loi, puisque j'en profite pour vous donner quelques informations, comprendra 6 titres. Le premier concernera les objectifs et les orientations générales. Le second titre sera centré sur la stratégie bas carbone. C'est dans ce titre que sera traité de la gouvernance et notamment du rôle des collectivités locales. À ce sujet, je voudrais répondre à M. Lenoir. Il n'a jamais été question d'autonomie des régions par rapport à la question énergétique. Tout ça se fait dans un cadre national. Il faut une solidarité entre le cadre national et ce qui peut se faire dans les régions. Mais il faut faire confiance aux régions. Et je vais vous faire une confidence, puisque nous sommes entre nous ce soir. Même s'il est dans mon dos et qu'il vous fait face, Colbert, là, juste derrière moi, personnellement, à Colbert, j'ai toujours préféré de faire. Et j'ai toujours considéré qu'il fallait, pour le développement économique, faire confiance aux régions, à la décentralisation et à la capacité des collectivités locales, dans un cadre national, de s'inscrire dans des démarches qui vont permettre d'aller plus vite, d'aller plus loin dans le développement des énergies. Absolument, absolument. Vous avez raison, mais vous savez que cette péréquation, puisque je me permets de répondre à cela, est une question centrale posée par la Commission européenne qui, sous la patte du commissaire à l'énergie, M. Oettinger, voudrait remettre en cause notamment les aides d'État qui existent en France et en Allemagne, mais qui, en France, nous permettent effectivement de faire cette péréquation tarifaire, de se préoccuper de nous outre-mer et de se préoccuper aussi des tarifs sociaux, parce que c'est aussi grâce à cela, on l'oublie un peu, que nous parvenons à avoir 4 millions de foyers qui sont soumis désormais aux tarifs sociaux. Le troisième titre sera concerné par la maîtrise de la demande et de l'efficacité énergétique. Le quatrième titre traitera des énergies renouvelables. Le cinquième titre de la sûreté nucléaire et diverses dispositions viendront conclure ce texte dans le titre 6. À plusieurs reprises, le président de la République a rappelé que cette loi, qui fait le lien avec les questions relatives à la qualité de l'air et celle du climat, sera l'un des textes les plus importants de son quinquennat. Permettez-moi d'ajouter un mot sur un sujet dont je sais qu'il vous importe. Il a été traité d'ailleurs par les collègues sénateurs François Fortassin et M. Mirassou, dont je sais l'intérêt pour cette question. D'autres l'ont abordé aussi. Il s'agit bien évidemment des dispositions concernant le secteur historique des grands barrages, avec la mise en œuvre de solutions de renouvellement des concessions qui soient à la fois conformes aux règles européennes de la concurrence, qu'on sait libre et non faussée, mais qui préserveront les spécificités françaises d'intégration de ces moyens de production dans nos territoires et de préservation de la compétitivité des industries électro-intensives. Ces solutions seront moins brutales que celles qui étaient préconisées, qui avaient été voulues par le précédent gouvernement. Vous savez que c'est un sujet auquel j'attache beaucoup d'importance, pour lequel je me suis beaucoup battu, pour faire en sorte que le patrimoine national que constituent ces petits barrages puisse être préservé et que si l'État a quelques perceptions de redevances à avoir, que les collectivités locales qui sont impliquées avec l'emploi dans certaines vallées qui ont une importance très importante puissent être effectivement préservées. Mesdames et messieurs les sénateurs, à la fin de ce débat qui aura été, je crois, utile, en tout cas il l'aura été pour moi, je voulais remercier tous ceux qui en ont été les initiateurs. Et si je ne souhaite, bien sûr, vous le comprendrez,
pas l'adoption de cette proposition de résolution, ce n'est pas en raison du manque d'intérêt du texte soumis à notre examen. Il en avait beaucoup, mais parce que ici, au Sénat, dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura un débat sur un projet de loi de transition énergétique qui mérite que nous portions toute notre attention, toute votre attention sur ce grand projet que j'aurai l'honneur de défendre. Je dois dire que j'ai beaucoup apprécié la belle démonstration de M. Lenoir, qui a fait étalage de sa connaissance d'un secteur qu'il connaît bien, pour lequel parfois nous avons quelques différends, mais j'ai apprécié la façon dont il en avait parlé, même s'il m'a paru de temps en temps qu'il souhaitait piloter le mix énergétique en regardant un peu trop vers le passé. Et j'ai apprécié bien sûr ce qu'a dit M. Chevènement sur les époques, les transitions, mais j'ai le sentiment, et ça n'est pas faire injure à tous ceux qui se sont exprimés ici, que le débat sur la transition énergétique dépasse tout cela et que c'est un débat qui doit nous faire choisir entre un monde ancien dans lequel on voudrait répéter sans fin ce que nous avons fait jusqu'à présent et un monde nouveau dans lequel nous nous préoccuperons de l'avenir de nos petits-enfants. J'ai la fierté et le plaisir d'être un militant de ce nouveau monde. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe UMP sur la proposition de résolution relative à la transition énergétique. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Résultat du scrutin 159 sur la proposition de résolution. Nombre de votants 347. Nombre de suffrages exprimés 342. Pour l'adoption 179. Contre 163. Le Sénat a adopté la proposition de résolution relative à la transition énergétique. Voilà pour l'adoption par le Sénat de cette proposition de résolution de l'UMP sur la transition énergétique. Tout de suite, la suite de vos programmes sur Public Sénat et on se retrouve à 19 h pour le journal.